Bonjour, on se penche aujourd'hui sur une source qui documente des changements écologiques vraiment profonds dans deux paysages clés de Palestine. On va voir comment des écosystèmes qui ont mis des millénaires à se construire ont été complètement bouleversés en l'espace de quelques décennies. Pour planter le décor, la source qu'on analyse commence avec une image très forte. Il est question ici d'une perte historique, pas seulement culturelle, mais aussi profondément écologique. C'est une citation qui nous fait réfléchir à la fois à ce qui dure et à ce qui est fragile. Alors concrètement, on va se concentrer sur deux cas d'études bien précis présentés dans le document. D'abord, les zones humides de la vallée de la Houla, un écosystème aquatique qui était absolument vital, et ensuite les olivieraies anciennes, qui sont vraiment au cœur de l'identité et de l'écologie palestinienne. Allez, on commence avec la vallée de la Houla. La source la décrit comme un lieu d'une importance écologique immense, un véritable trésor de biodiversité qui a joué un rôle crucial dans la région pendant des milliers d'années. Mais alors, à quoi ça ressemblait exactement? Eh bien, il faut imaginer l'un des plus grands carrefours de biodiversité du Levant. C'était une étape essentielle pour des millions d'oiseaux migrateurs. Et ce n'est pas tout, la vallée agissait aussi comme un filtre naturel géant qui purifiait l'eau avant qu'elle n'arrive à la mer de Galilée, le principal réservoir d'eau douce de toute la région. Ce qui est fascinant, c'est que la source décrit un système où l'humain et la nature vivaient vraiment en symbiose. Le peuple Gowana, par exemple, utilisait le papyrus. Les buffles d'eau, eux, étaient en quelque sorte le moteur de l'économie locale. Et les agriculteurs et les bédouins cultivaient les terres autour en fonction des saisons. C'était un système totalement intégré, productif et surtout durable. Et puis, ce système a été complètement brisé. Selon la source, en 1948, la population locale a été entièrement expulsée. Juste après, le projet d'assèchement des zones humides a démarré. Et en 1957, c'est le tournant catastrophique. Les sols de tourbe, maintenant à sec, ont commencé à brûler. Pas en surface, non, des feux souterrains, bien plus pernicieux. Et là, c'est l'effet domino. Une véritable réaction en chaîne écologique. L'assèchement expose la tourbe à l'air, elle s'oxyde, prend feu, et ça crée d'énormes tempêtes de poussière toxique. Et sans les zones humides pour jouer leur rôle de filtre, tous les nutriments et les toxines se sont déversés directement dans la mer de Galilée. C'est vraiment un cas d'école d'effondrement écologique en cascade. Le coût, humain et environnemental, tel que détaillé dans la source, a été terrible. Ces tempêtes de poussière ont provoqué des maladies pulmonaires. Et en même temps, la mer de Galilée, si essentielle, a été contaminée. Ça a entraîné des proliférations d'algues, une chute de l'oxygène dans l'eau, bref, des dégâts qui ont nécessité des interventions très coûteuses pour tenter de les réparer. On passe maintenant au deuxième grand cas d'étude de notre source, les oliviers anciens. Le document insiste bien sur un point. Pour comprendre leur importance, il faut voir bien au-delà de l'agriculture. Ces arbres, c'est un symbole culturel et écologique qui est profondément enraciné dans le paysage. Il y a cette citation dans la source qui, je trouve, résume tout. Un olivier, ce n'est pas une culture qu'on plante et qu'on récolte en un an. C'est un engagement sur plusieurs générations. Certains de ces arbres ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils représentent un lien physique, continu, entre les familles et leurs terres. Une sorte d'acte de propriété vivant en quelque sorte. Et sur le plan écologique, c'est tout aussi impressionnant. La source décrit l'olivieraie comme un système vraiment sophistiqué. Les racines profondes de l'olivier, elles agissent comme une armature naturelle, elles retiennent le sol et aident à recharger les nappes phréatiques. Et comme leur feuillage laisse passer la lumière, toute une flore peut pousser en dessous. Ça crée un écosystème très résilient qui lutte contre la désertification. C'est là que la source donne des chiffres qui sont assez vertigineux. Elle affirme que depuis 1967, plus d'1 million d'oliviers palestiniens ont été détruits. C'est un chiffre qui fait réfléchir quand on pense à l'âge et à l'importance de chacun de ces arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Eh bien, toujours selon le document, ces olivieraies indigènes ont été remplacées par plus de 200 millions de pins de style européen. C'est une transformation massive du paysage où l'on remplace un écosystème parfaitement adapté au Levant par un autre qui lui est complètement étranger. Et la source compare directement les deux. D'un côté, on a les oliviers qui ancrent le sol, qui aident l'eau à s'infiltrer. Et de l'autre, les pins. Leurs racines sont superficielles, leurs aiguilles créent un sol acide qui repousse l'eau et rien ne pousse en dessous. De plus, leur bois, plein de résine, est extrêmement inflammable, tout le contraire du bois dense des oliviers. C'est vraiment le jour et la nuit, écologiquement parlant. Donc, les conséquences de cette substitution, elles sont claires. Selon la source, l'arrivée massive des forêts de pins a provoqué
plus d'érosion des sols, plus de ruissellement de l'eau, qui du coup ne recharge plus les nappes phréatiques, et un risque bien plus élevé d'incendie de forêt dévastateur. Tout ça accélère la désertification. Et tout ça nous amène au cœur de l'argument de la source qui relie ces deux histoires, celle des zones humides et celle des oliveraies, sous un même concept. L'argument final du document, c'est que ces transformations ne sont pas juste des changements écologiques. La source utilise un terme très fort. Elle parle d'une nakba environnementale. Le mot nakba, qui veut dire catastrophe en arabe, est ici appliqué à l'environnement. L'idée, c'est de suggérer que la destruction de la nature locale est inséparable d'un récit historique plus large de déplacement. Au final, ça nous laisse avec une question assez profonde. La source qu'on a parcourue ne place pas l'écologie en toile de fond du conflit, mais bien comme l'une de ses victimes. On peut alors se demander, quand on abat des arbres millénaires et qu'on assèche des zones humides vitales, que perd-on au juste, au-delà des espèces et des sols? Que se passe-t-il vraiment lorsque la mémoire vivante d'un paysage est effacée? Merci d'avoir suivi cette analyse.